Donc ce soir, on a le plaisir de recevoir Monsieur Piacentini autour de quelques livres, le mondialisme totalitaire et entre autres le dossier noir du socialisme français. Livre que vous pouvez acquérir soit après la conférence, soit à la librairie française. À vous, cher ami. Chers amis du Cercle Aéropage, déjà merci d'être venus soutenir cette belle association. Je vous remercie d'être venus. Alors vous savez, vous ne m'avez plus vu pendant plus de 2 mois. Ce n'est pas que je ne voulais pas venir, ce n'est pas que je ne voulais pas répondre à l'invitation de mon ami frère Thierry, c'est que j'étais empêché. Alors je voudrais vous dire que vous m'avez énormément manqué pendant ces quelques semaines très difficiles pour moi. Et ce soir, je vous le dis, pour moi, c'est toujours un honneur et un grand bonheur d'être parmi vous et à l'invitation de frère Thierry. Alors, le sujet de ce soir qu'on va aborder, on a appelé comme ça avec frère Thierry, c'est mondialisme et socialisme, les 2 plaies qui affligent la France. Alors pourquoi est-ce qu'on a choisi ce thème ce soir en particulier? Eh bien parce que vous le savez, pendant ces quelques mois, la France a connu de grands bouleversements, une grande agitation, avec ce qu'on appelle évidemment le mouvement des Gilets jaunes. Et le mouvement des Gilets jaunes, eh bien c'est en France qu'il est arrivé. Ce n'est pas dans un autre pays d'Europe, ce n'est pas aux États-Unis, ce n'est pas en Russie, ce n'est pas dans d'autres pays, c'est en France. Et à mon avis, s'il est arrivé en France en particulier, ce n'est pas pour rien. C'est parce que ce mouvement des Gilets jaunes est vraiment révélateur d'un problème, un problème franco-français. Alors, quand je dis franco-français, les mêmes problématiques existent ailleurs, mais elles atteignent un stade paroxystique en France. Et, à mon humble avis, le problème particulier qui touche la France, c'est que la France applique méthodiquement et jusqu'au bout 2 politiques qui sont à mon avis terriblement nocives et qui se conjuguent, le socialisme et le mondialisme. Et aucun autre pays, à mon sens, n'applique avec autant de méthode et en allant aussi loin ces 2 politiques qui, encore une fois, sont terribles, les effets sont terribles sur l'économie et la société française, on va en reparler. Alors ce mouvement des Gilets jaunes, qu'est-ce qu'il nous dit? Parce qu'évidemment, on est aujourd'hui dans une phase, au bout de 3 mois, où le pouvoir essaye de le discréditer, de dire il s'essouffle, ou de dire mais regardez, qu'est-ce qu'ils proposent, qu'est-ce qu'ils nous disent, on ne comprend pas bien, etc., etc. Bon, mais déjà, ce que je voudrais dire, c'est que le mouvement des Gilets jaunes, c'est un mouvement inédit. On n'a jamais vu un mouvement aussi spontané durer aussi longtemps et mobiliser autant de monde. Et c'est un mouvement qui n'est pas structuré, qui vient vraiment de la base, et qui est venu comment d'ailleurs, à mon humble avis? Il est venu par les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que les gens, en fait, les individus éparpillés en France, ressentent dans leur vie quotidienne un problème de pouvoir d'achat, problème de défiance vis-à-vis des institutions, etc. Et ce problème-là ne trouve aucune expression sur le terrain politique et médiatique. C'est-à-dire que les gens rentrent chez eux, le 15 du mois, ils n'ont pas d'argent, et puis on allume le poste de télé, qu'est-ce qu'on entend? Ah ben la France, l'économie se redresse, ah ben ça va mieux, ah ça va bien, il y a un effet Macron, il y a ci, il y a là. Et tout le monde est dans son coin, et tout le monde se dit, mais enfin c'est bizarre, moi ça va de moins en moins bien. Bien. Et qu'est-ce qui a fait que ce mouvement a pu fonctionner? C'est les réseaux sociaux, parce que les gens, petit à petit, en contact les uns les autres, ont pris conscience qu'ils n'étaient pas seuls, et qu'en fait, ce que les médias racontent, eh ben, pour beaucoup, pour avoir une bonne partie de ce qui est dit dans les médias officiels, eh bien, c'est une version officielle qui ne rejoint pas la réalité. Alors, les Gilets jaunes qu'on cherche à discréditer, on dit, oui mais voilà, ils n'ont pas de programme. Mais ils n'ont pas à avoir de programme. Ce mouvement-là n'est pas fait, c'est pas un mouvement politique. Les Gilets jaunes, c'est pas des géopolitologues ou des économistes ou des sociologues ou ce que vous voulez. C'est des gens qui font remonter leur colère et leurs problèmes. Et moi j'ai résumé en fait en trois grandes lignes, hein, celles qui reviennent. D'abord, on travaille et on ne gagne pas assez pour vivre. On ne gagne pas assez d'argent pour vivre. Aujourd'hui, en France, effectivement, quand on a le SMIC, ou 1300, ou 1500, voire plus, on a du mal à boucler ses fins de mois.
Et vous le savez, dans les années 70, dans les années 80, ce n'était pas le cas, c'est-à-dire avec un SMIC ou 1,2, 1,3 fois le SMIC, on ne ressentait pas un tel manque dans le panier de la ménagère, tout simplement. Que nous disent aussi les gilets jaunes? On travaille et on ne gagne pas plus que si on ne travaillait pas. Ça aussi, c'est quand même un problème, c'est-à-dire que vous travaillez, mais avec tous les frais que ça occasionne et toutes les taxes qui pèsent sur le travail, eh ben, ça ne sert plus à rien de travailler. C'est en tout cas ce qui est remonté très souvent dans tout ce qu'on a entendu à propos des gilets jaunes. Et puis, troisièmement, qu'est-ce qu'ils nous disent? On paye beaucoup d'impôts et on ne sait pas où ça va. Parce qu'on paye de plus en plus et il n'y a plus rien qui marche. La police, la justice, la sécurité, l'éducation nationale, plus rien ne fonctionne comme il faudrait alors qu'on paye de plus en plus. Donc il y a véritablement un problème. Voilà ce que nous disent les gilets jaunes. C'est pas après la peine d'extrapoler, de nous dire qu'est-ce qu'ils nous proposent. Ils n'ont pas à proposer. Ils sont là pour expliquer quel est leur problème. Et c'est aux politiques de proposer des solutions qui tiennent debout. Et moi je vais vous le dire, le fond du problème en France, c'est qu'on conjugue deux politiques calamiteuses et on les conjugue jusqu'au bout, le socialisme et le mondialisme. Alors il n'y a pas besoin que les gilets jaunes explicitent tout ça, c'est pas forcément leur tasse de thé, ils ne vont pas forcément au-delà de leur ressenti quotidien, mais les politiques qui nous gouvernent, eux savent parfaitement qu'est-ce qui ne va pas en France, et ils savent parfaitement ce qu'ils font, et ils savent parfaitement pourquoi ça va de plus en plus mal pour les populations. Il n'y a pas besoin d'organiser des grands débats, il n'y a pas besoin de demander aux gilets jaunes de faire des conférences politiciennes ou économiques, ils le savent très bien. Voilà. Alors, vous le savez, la France, depuis 35 ans, voire peut-être plus, elle est livrée à une politique qui est une constante. Depuis l'élection de Mitterrand, mais enfin certains voient même le problème apparaître avant, c'est le socialisme. Et c'est assez amusant parce qu'en France, on vous dit, ah oui, nous sommes livrés à des politiques ultralibérales. Nous serions un pays ultralibéral. Mais qu'est-ce que c'est qu'un pays ultralibéral? Un pays ultralibéral, c'est un pays où il n'y a pas d'État, où l'État n'intervient pas dans l'économie, n'intervient pas dans la société, où il y a peu d'impôts, peu de fonctionnaires, voilà. Alors est-ce que vous avez l'impression que la France est un pays ultralibéral? Moi je vais vous donner des chiffres. En France, la dépense publique représente 57% du PIB. Ça veut dire que tout ce qui est produit en France, quand en France on produit 1000 euros, il y a 570 euros qui repartent dans les caisses de l'État. 570 euros sur 1000 euros. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, en réalité, tout l'argent et toute la production que la France, c'est-à-dire le peuple français, vous et moi, produisons, est capté à hauteur de plus de la moitié par l'État. Donc on n'est pas du tout un pays ultralibéral, on est un pays ultra-socialiste. Le général de Gaulle, en son temps, avait dit la chose suivante. Au-delà de 33%, on commence à rentrer dans un système confiscatoire et on passe sous système communiste. On commence à passer sous système communiste. Il parlait de 33% de dépenses publiques par rapport au PIB. On est aujourd'hui à 57%. Et ça n'arrête pas de monter. Et notre gouvernement Macron, non seulement n'a pas fait baisser, mais a encore relevé le niveau par des systèmes de taxation. Bref, ça n'arrête pas, ça n'arrête jamais. D'ailleurs, ça n'arrête pas sous Chirac. Ça a stagné, voire un petit peu réduit sous Sarkozy, mais pas vraiment comme il faudrait. Ça ne cesse d'augmenter. Macron n'échappe pas du tout à la règle. Et pour vous donner des éléments de comparaison, parce que le taux de prélèvement et de dépenses publiques, il n'y a pas que la France. Les autres pays occidentaux sont atteints par le même phénomène, mais quand même pas au même niveau. Je vous l'ai dit, la France, c'est 57% de dépenses publiques. L'Italie, c'est 49%. L'Allemagne, c'est 45%. L'Espagne et l'Angleterre, un peu moins de 40%. Donc, vous voyez bien que tous les pays sont atteints par ce mal, on va dire, mais quand même avec une proportion beaucoup moins grande. Et comme ce sont des pays qui sont des pays voisins non concurrents, on a un double effet, c'est-à-dire qu'on a des dépenses publiques qui sont plus élevées, et puis on est en concurrence directe avec ces pays qui ont quand même un degré de dépenses plus faible, et donc on y perd énormément. Bien. Derrière tout ça, il y a des dépenses publiques. Comment on les couvre?
Ben, on les couvre avec des taxes et avec des impôts. Et depuis 2 ans, la France est le champion, je ne dirais pas mondial, mais au niveau de l'OCDE, c'est-à-dire de tous les pays développés, on va dire, numéro 1 de la taxation et de l'imposition dans le monde. On a dépassé le Danemark, qui est une économie, elle aussi, très socialisée, social-démocrate. On est au-dessus de tout le monde. Et puis, il y a une particularité en France, c'est que cette taxation s'applique en particulier sur le travail. C'est le travail qui est le plus taxé, le plus pénalisé par rapport aux revenus du capital ou par rapport à d'autres formes de revenus, les prélèvements sociaux, etc. Et comment ça se matérialise, cette pression particulière sur le travail? Ça se matérialise par des charges sociales. Les charges sociales, c'est ce qu'on paye, c'est ce que l'employeur paye, en même temps qu'il distribue un salaire aux salariés. Et c'est avec ces charges sociales qu'on paye, qu'on finance toute la protection sociale, c'est-à-dire les retraites, la maladie, les allocations familiales, etc., etc. Alors il faut le savoir, quand un salarié en France touche effectivement 1 300 €, en réalité l'employeur a dépensé 2 300 €. Il reverse pratiquement 1 000 € à l'État pour que le salarié puisse toucher 1 300 €. C'est beaucoup plus que dans tous les autres pays. Alors, toute la journée, moi j'écoute ces grands débats et puis j'entends dire qu'il faut peut-être baisser la taxe sur tel truc, le gasoil, le ci, le là. Mais quand vous avez 1 000 € qui pèsent sur le salaire mais qui ne rentrent pas dans les poches du salarié, est-ce que ça, c'est pas le principal ressource qu'on pourrait trouver pour augmenter le pouvoir d'achat? Il me semble que c'est là véritablement que se trouve l'argent qui va pouvoir servir au pouvoir d'achat directement dans la poche des Français. Mais personne ne vous en parle. Absolument personne ne parle de ça. Observez depuis 1 mois que le grand débat est lancé. On titille sur des tas de choses qui sont totalement périphériques, mais le fond du problème, il est là. Un salarié, en gros, ne perçoit que la moitié de ce que le patron paye en réalité. Et les gisements pour améliorer le pouvoir d'achat, eh bien, ils sont dans cette partie qui concerne les charges sociales. Sauf que là, c'est un vrai tabou. Pourquoi? Parce que la politique socialiste s'appuie sur les charges sociales. Ces charges sociales, c'est de la redistribution qui va dans les poches des retraités. Ça, c'est bien normal, on est bien d'accord. Hein, et d'ailleurs, les retraités ne sont pas aidés parce qu'eux-mêmes sont surtaxés encore davantage derrière. Mais ils vont, pour toute une série d'allocations, allocations familiales, allocations parents isolés, allocations de ci, allocations de là, les RSA, bref, ça permet à tout un tas de gens de ne pas travailler. L'un des autres indicateurs du degré de socialisme que nous avons en France, c'est le nombre de fonctionnaires. Le nombre de fonctionnaires vous donne une idée du degré d'étatisation de notre société que l'on vous dit ultralibéral parce que vous écoutez ça dans les télés, sur BFM Télé, etc. Bon. Alors, moi je vais vous donner un chiffre très simple. En France, il y a 5 600 000 fonctionnaires. J'inclus dedans les fonctionnaires de l'État, mais également les fonctionnaires de la PHP, c'est-à-dire des hôpitaux, et tous les fonctionnaires territoriaux, l'employé de mairie, etc., etc. 5,6 millions. Les autres pays voisins, Allemagne, Italie, Espagne, Angleterre, sont tous en dessous de 4,5 millions. Il y a donc, dans tous les autres pays comparables, plus d'1 million de fonctionnaires en moins par rapport aux nôtres. Alors, il faut se poser des questions, mais à quoi ça sert tout ça? Moi, j'ai rien contre les fonctionnaires, c'est pas une diatribe contre les fonctionnaires, c'est une diatribe contre le fonctionnement de l'État et l'organisation de l'État. Parce que l'impression qu'on a, quand on quitte la France et qu'on voyage dans les autres pays, on n'a pas l'impression qu'on est à ce point mieux administré, mieux géré, mieux organisé que tous ces pays-là. Et d'ailleurs, la preuve. Aujourd'hui, il y a 5,5 millions de fonctionnaires en France. Il y a 25 ans, il y en avait 1 million de moins. On était à 4,5 millions. Vous-même qui avez connu ces époques-là, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a 20 ou 25 ans, le système public français marchait moins bien qu'aujourd'hui? Non. Il marchait mieux. Eh bien pourtant, il y a 1 million de fonctionnaires en plus. Et ça marche moins bien. Et pourquoi est-ce que ça marche moins bien? Parce que pour qu'un pays marche, il faut qu'il y ait un fonctionnement public qui soit un service qui aille aux usagers, dont nous faisons tous partie. Mais non, le problème aujourd'hui n'est pas là. On a 1 million de fonctionnaires en plus. Ça nous sert à quoi? Ça sert à faire ce que la plupart des fonctionnaires font, quand ce n'est pas évidemment des infirmières, des policiers, parce que tous
Tous ces gens-là n'ont pas, ces effectifs-là n'ont pas été touchés. Non, c'est des bureaucrates qu'on a embauchés. Et ces bureaucrates, ben, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils font ce qu'ils savent faire de mieux. Des normes, des règlements, des obligations, des directives, des ci, des là. Alors l'État intervient dans tout et rien. L'État s'investit dans tout. Pour changer une fenêtre de votre maison, il faut faire je ne sais combien de formulaires, aller voir la mairie, puis la direction de l'urbanisme, etc. Enfin, tout est compliqué, tout se complexifie, tout est long. Le système administratif est de plus en plus lourd. On se demande pourquoi. Mais tout simplement parce qu'il y a de plus en plus de fonctionnaires, de plus en plus d'échelons administratifs qui se superposent. On part de la commune, et puis l'intercommunalité, et puis le département, la région. Les compétences ne sont pas bien définies, les gens ne s'y retrouvent plus. On est en face d'un État qui a tout phagocyté, qui est illisible. Même d'ailleurs, vous allez voir, les fonctionnaires des services compétents, eux-mêmes parfois ne s'y retrouvent pas. Et on vous dit de vous débrouiller sur Internet par-dessus le marché. Voilà, en plus. C'est-à-dire, comme vous dites, il y a 1 million de fonctionnaires en plus qu'ailleurs, mais en plus, il faut aller sur Internet parce qu'on n'est pas capable de vous rendre le service alors qu'ils sont là. Oui. Ils sont là. Mais eux-mêmes, moi, c'est pas à ces gens-là que j'en veux. Moi, j'en veux le système qui est devenu fou, qui est une logorée de règlements, d'employés et autres, et eux-mêmes ne savent même plus quoi dire ou quoi donner. Eux-mêmes sont perdus dans ce labyrinthe que les politiques, en fait, et les hauts fonctionnaires ont mis en place. Le socialisme, vous le mesurez également en France, a quelque chose de très particulier que certains vont trouver très bien. On pourrait le voir comme ça. Moi, personnellement, je ne suis pas tout à fait d'accord, mais bon, on vous parle d'inégalité en France. De tous les pays européens et occidentaux, le pays le plus égalitaire, c'est la France. Et après redistribution des revenus par le biais de l'impôt et autres, les revenus évoluent dans une fourchette de 1 à 4, pour la plupart, alors que dans la plupart des autres pays, ça va de 1 à 6, 1 à 7, 1 à 8, voire plus. Pays occidentaux, j'entends. En France, 1/3 des revenus sont des revenus de transfert. C'est-à-dire que ce n'est pas des revenus du travail, c'est des revenus de transfert, transferts sociaux et autres. Alors, il y a un écrasement, en réalité, des revenus. Pourquoi est-ce qu'on ressent une inégalité? Eh bien, parce qu'en fait, dans ce système-là, ce n'est pas les riches qu'on touche. Ce n'est pas les très riches. Les très riches ne payent plus l'impôt en France. Il y a des optimisations fiscales, il y a des systèmes de délocalisation, il y a tout ce que vous voulez. Eux-mêmes, ça ne les dérange pas. Ils ont la parade entre les niches fiscales qui ont été mises exprès pour eux, et puis l'ouverture sur l'international que le commun des mortels n'a pas. Eux-mêmes ne sont pas touchés, ou peu touchés, par ce fiscalisme excessif. C'est les classes moyennes supérieures et les classes moyennes qui sont touchées. Et donc, en réalité, qui c'est qui est paupérisé par le système fiscal? Les premiers touchés, c'est les classes moyennes basses, les revenus, les petits revenus du travail, 1005, entre 1002 et 2000 euros, on va dire. Ceux-là en prennent plein la figure. Et c'est ceux-là qui sont les plus nombreux en France, c'est le gros de la population, et c'est ceux-là qui sont complètement démotivés par le système, parce qu'eux ne ressentent plus le besoin ni l'envie de travailler, puisque le socialisme a son effet, c'est qu'il produit des revenus à des gens qui ne travaillent pas. Et les revenus des gens qui ne travaillent pas, aujourd'hui, sont à peine 15 à 20% inférieurs aux revenus des gens qui travaillent. En sachant que les gens qui travaillent doivent payer parfois des nounous ou des crèches, payer évidemment le gasoil et les voitures pour se déplacer, payer pas mal de choses. Au final, il y a une démotivation générale du pays qui participe, à mon avis, à cette forme de déprime que nous avons en France. Et moi, personnellement, qui voyage un peu dans la plupart des pays européens, on sent ici une déprime qui va au-delà de celle des autres pays, un malaise, un désenchantement. Et je pense que tout ce problème d'égalitarisme par le bas, nivellement par le bas, écrasement des revenus par le bas, il participe beaucoup. Et puis le socialisme, donc c'est des charges, c'est des impôts, ça handicape notre économie. Beaucoup de gens, des commerçants, parce qu'on vous parle des salariés, mais les commerçants ont du mal à tenir le choc par rapport à tout ce qu'ils ont à payer, des jeunes créateurs d'entreprises, et j'en vois toute la journée puisque j'ai un cabinet de conseil, à peine la société ouverte, au bout de 4-5 mois, ils commencent déjà à recevoir le RSI, la TVA, les URSSAF et compagnie, bon, ben, alors qu'ils n'ont même pas commencé à faire du chiffre d'affaires, ils doivent se battre pour avoir des clients, ben, ils sont démoralisés, et beaucoup arrêtent assez vite en réalité. Donc au lieu d'encourager les jeunes, ou les moins jeunes d'ailleurs,
qui veulent créer des entreprises et créer des sociétés et embaucher, eh bien, on les fracasse d'entrée. Donc c'est tout notre système productif qui est atteint par ça. Et d'ailleurs, on vous dit que l'Occident se désindustrialise. C'est la vérité. Il n'y a pas que la France qui est touchée, tous les pays sont touchés. Mais enfin, il faut quand même le savoir. En France, on est touché d'une façon extraordinaire. La production industrielle, c'est l'indicateur qui va vous dire à quel niveau on se situe en termes industriels. Il y a 5 pays principaux en Europe qui sont à peu près de la même taille. Bon. Allemagne, France, Italie, Espagne, Angleterre. Est-ce que vous savez la France, à quel rang elle est sur ces 5? Eh bien aujourd'hui elle est 5e. C'est-à-dire qu'elle est passée derrière l'Allemagne, ça, on est d'accord, très bien, derrière la Grande-Bretagne, derrière l'Italie, et maintenant derrière l'Espagne. C'est quand même grave, enfin je veux dire, on voit bien que notre système est en train petit à petit et qu'on est touché de plein fouet, encore une fois, je vous le dis, les mêmes maux touchent à peu près tous les pays occidentaux qui sont tous plus ou moins en difficulté, sauf que nous, la France, on est celui qui a appliqué le plus à la lettre les directives socialistes et mondialistes qu'on cherche à imposer, à mon avis, sur l'ensemble du monde occidental. Eh bien, nous en sommes les premiers à payer la note. La France est aujourd'hui le pays où l'économie se porte le plus mal. Et pourtant, bon, pendant un certain temps, on ne l'a pas ressenti comme tel. Mais oui, mais pourquoi? Eh bien, parce qu'on a une botte magique pour essayer de maintenir tout ça à flot. On a la solution, dans les gouvernements on a la solution. Et la solution, ben, c'est simple, c'est le déficit budgétaire. Voilà. Alors, moi j'écoute M. Macron, M. Moscovici par exemple. M. Moscovici s'est plaint du déficit italien, puisque l'Italie avait un projet de budget en déficit de 2,4, alors il a fait un scandale, il a poussé des cris d'orfraie, c'est pas normal, etc. Blablabla. Bla bla bla. Bien, quand il était lui ministre de l'économie, puisqu'il était ministre de l'économie française, bien, les budgets qu'il présentait étaient en déficit entre 4,5 et 5%. C'est-à-dire le double du déficit italien qui a failli l'étouffer. Bon. En France, il y a des critères, depuis qu'on est dans l'Europe de Maastricht, c'est-à-dire depuis 1998, il faut qu'on respecte un déficit budgétaire qui ne dépasse pas les 3% du PIB. En France, on dépasse les 3% du PIB depuis 2003. Donc ça va faire 16 ans. Et cette année, ça n'ira pas mieux. Ils avaient fait un projet de budget avec 2,8, mais comme il a fallu concéder 10 milliards d'euros aux Gilets jaunes, dans l'urgence, eh bien, on n'y arrivera pas. Donc la France a des grands pays européens qui défendent toujours l'Europe. Ah oui, 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 l'Europe, il nous faut l'Europe. Mais c'est le seul pays qui ne respecte jamais les critères de Maastricht, qui les a respectés les 4 premières années, ben parce que oui, il ne fallait pas se distinguer. Depuis 2003, les déficits dépassent systématiquement les 3% du PIB. Et là encore, il faut bien voir, encore une fois, il y a un malaise occidental. Mais en France, c'est plus un malaise. C'est une maladie terrible, c'est une crise cardiaque, je ne sais pas comment vous dire, un cancer. L'Allemagne est en excédent budgétaire. L'Italie qu'on critique, on se moque. L'Italie avait un déficit de 1,5% jusqu'à l'année dernière, c'est-à-dire la moitié du déficit français. Et l'Italie avait un excédent primaire, c'est-à-dire avant de payer les intérêts de la dette, elle est en excédent. Comme la Grèce d'ailleurs. Alors là, évidemment, on vous parle de la Grèce, catastrophe, etc. La Grèce est en excédent primaire depuis plusieurs années. Elle est moins en déficit que la France. Vous vous rendez compte quand même? Et la France se permet encore de donner des leçons à tout le monde, de donner des leçons d'européisme à Salvini, de donner des leçons de gestion financière à Macron. Oui, enfin, vous savez, Macron, c'était Hollande aussi, hein, parce qu'il était ministre de l'économie d'avant, hein, je vais vous dire. Ça fait 7 ans, c'est pas qu'avant c'était bien. C'était pas bien. Mais alors ça fait 7 ans que là on est à fond, il n'y a pas de problème. Alors, voilà. Vous allez entendre sur les plateaux télé, et ça j'aimerais bien quand même que vous reteniez bien cet aspect-là, j'y tiens beaucoup et on en parle très peu. On vous dit sur les plateaux de télé, oui mais vous voyez, il y a quand même de la croissance en France, même là on a fait 1,4, l'année dernière 1,2, 1,8. Et on vous dit ça. Et les gens écoutent et ils entendent, et bon, comme tout le monde n'est pas expert en économie, bon, ben on avale, et puis on se dit, bon, ben finalement, ça va pas si mal, il y a quand même une croissance. Oui, mais la croissance, elle n'est pas naturelle. Quand on vous dit l'Allemagne, on vous dit par exemple, cette année, l'Allemagne est en croissance de 1%. La France fait mieux, elle est en croissance de 1,5. Mais oui, mais c'est faux. C'est faux et archi faux. Parce qu'en réalité,
l'Allemagne est en excédent budgétaire. Ça veut dire que l'État ne donne pas de l'argent dans l'économie, n'injecte pas de l'argent dans l'économie, il en récupère. C'est-à-dire que l'économie allemande, les gens qui travaillent, dégagent suffisamment pour payer toutes les charges de l'État, voire plus. La France, elle est en déficit, ça veut dire que l'État s'endette pour injecter de l'argent dans l'économie. Et on s'endette à hauteur d'un déficit qui est de l'ordre de 3% du PIB. Donc en gros, l'État s'endette à hauteur à peu près de 70 à 80 milliards d'euros tous les ans. Ça devrait se retrouver dans la croissance, puisque c'est de l'argent qui est injecté par le biais de la dette. Et en réalité, la croissance n'est que de 1,5% du PIB, c'est-à-dire la moitié. C'est-à-dire qu'en fait, la France est dans une croissance artificielle qui est soutenue par une espèce de morphine, la dette et le déficit. Si vous enlevez ça, la France sera en récession tous les ans depuis 15 ans. Il n'y a pas une année où la France sera en croissance. Obliger la France, suivant la fameuse règle d'or que l'Allemagne voulait imposer il y a quelques années, obliger la France à respecter une règle de déficit zéro, et nous ne serons plus en croissance, nous serons automatiquement en récession. Voilà. Donc, il faut le savoir, l'économie française se porte très très mal, et sa croissance est une croissance dopée, c'est du dopage. Exactement comme un sportif qui prendrait des produits au prix de sa santé future. Voilà. Et alors, il y a encore un autre effet, c'est-à-dire que le déficit budgétaire, il amène cette espèce de croissance, il amène un autre mal derrière lui. Le déficit budgétaire, il sert à payer tout le social, entre autres, hein, mais surtout ça. Il achète la paix sociale en distribuant des allocations. Et alors, quand on distribue de l'argent à des gens qui ne gagnent pas beaucoup, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont les consommer. Or, notre production ne suit pas. Notre production, lestée par la fiscalité, n'arrive pas à suivre. Donc les gens, ils achètent quoi? Ben, ils achètent des produits étrangers. Des produits chinois, des produits asiatiques, des produits, tout ce que vous voulez. Bon. Enfin, ils achètent des produits étrangers. Et qu'est-ce que ça provoque? Eh bien, ça accentue un mauvais chiffre, un chiffre catastrophique de notre économie, dont on vous parle très peu, c'est le déficit commercial. C'est-à-dire la différence entre les importations et les exportations. Déficit commercial français de ces dernières années, 60 milliards d'euros. Cette année, 70 milliards d'euros, ça ne cesse d'augmenter. Il faut savoir que l'Allemagne est en excédent de 250 milliards d'euros. Vous voyez, nous, déficit 70 milliards. L'Italie est en excédent de 50 milliards d'euros. Nous, déficit 70 milliards. L'Espagne est en déficit d'à peu près 15 milliards d'euros. Donc quelque chose qui est relativement soutenable. La France est en déficit de 70 milliards d'euros. Et ce déficit est lié à son industrie qui n'est pas compétitive, qui est, je dirais, alourdie par les charges. Et c'est lié au déficit budgétaire qui donne aux gens les moyens d'acheter, mais sans donner à la production française les moyens de livrer, en quelque sorte. Et donc, tout cet argent, c'est... En fait, les déficits et les dettes que l'État contracte repartent directement dans les caisses des pays étrangers qui nous livrent les produits. C'est ça que ça veut dire. Voilà. Donc, il faut bien que vous compreniez, le système, tout ce qu'on vous raconte à la télé, sur BFM et autres, au niveau de l'économie, vous voyez, je maintiens que ce n'est que du blabla pour essayer de maintenir un peu le moral des gens. En réalité, l'économie française est dans le rouge à tous les niveaux. Tous les chiffres que vous regardez, l'économie française est dans le rouge. Alors, je vais vous dire, d'autres éléments typiquement socialistes qui ne touchent pas l'économie, on en a parlé vaguement tout à l'heure. On vous a dit, il y a énormément de fonctionnaires, etc. Bon, le pays qui a le plus de fonctionnaires en Europe, et pourtant rien ne marche. Pourquoi rien ne marche? Ben parce que là aussi on implique les principes de l'idéologie socialiste. La criminalité, la sécurité. La France est le pays qui a la plus grosse insécurité mesurée par les statistiques Eurostat. Dans toute l'Europe, on est numéro 1 avec l'Angleterre. On pourrait se poser la question. On dépense tellement d'argent, on est numéro 1 de la criminalité. Ben moi je vais vous dire pourquoi. Une des raisons principales, c'est la justice. La justice qui part du principe que, suivant que vous êtes né dans tel quartier ou dans tel autre, suivant que vous êtes comme ci, comme ça, eh bien, un délinquant peut devenir une victime. On applique le système socialiste, l'idée socialiste que, en fait, en réalité, on n'est pas responsable de ses actes. Il y a un déterminisme qui vient de sa situation sociale,
Et la justice applique ça très précisément. Et je suis bien placé pour vous en parler. Je pourrais vous citer mon expérience personnelle. Je peux vous dire qu'il m'est arrivé de faire des excès de vitesse, ce que je ne vous conseille pas, de me retrouver au tribunal avec des gens qui ont volé 6 fois dans un supermarché, des tablettes tactiles, hein, pas des pommes pour les enfants, hein. D'autres qui ont séquestré des dames, ou alors qui ont forcé des barrages de police et qui sont battus avec les policiers, ben, le plus condamné ça a été moi. Et pourquoi? Ben parce que les autres viennent avec des avocats qui vous expliquent que voilà, il a une vie difficile, le père, la mère, les enfants, etc. On analyse la situation sociale et ça sert en fait d'excuse, ça sert de palliatif à la réalité de l'acte qui est commis, ce dont évidemment je n'ai pas pu, moi, bénéficier. On va prendre un autre exemple, l'éducation nationale. En 1981, donc François Mitterrand arrive à la tête de la France. Voilà. La France était, dans tous les classements internationaux, la meilleure école du monde. Aujourd'hui, je ne sais même plus à quel niveau elle se situe, je crois qu'elle est 35e, 36e. Il y a eu un classement récent d'un institut international qui a mesuré, sur la base de 50 pays de tous les continents, la place de la France, des élèves français de 6e, des élèves français ou autres de 6e, quant à la lecture et à la maîtrise des mathématiques. Sur 50 pays, la France est arrivée 39e. Derrière la France ne figurent plus que des pays d'Afrique et du Moyen-Orient. Tous les autres pays d'occidentaux, Grèce, Portugal, étaient devant. Pourtant, les effectifs de la fonction publique de l'éducation nationale n'ont eux-mêmes cessé d'augmenter. Toute la journée, vous allez entendre les syndicats de la fonction publique d'éducation qui vont vous dire « Ah oui, mais on manque de moyens, etc. » Non, augmentation des effectifs, augmentation des moyens, ça n'arrête pas. Sauf que quand vous appliquez, là encore, un principe socialiste très simple, qui est le suivant, c'est pas l'effort, c'est pas l'apprentissage, c'est pas l'autorité qui font qu'on avance et qui font qu'on progresse, mais c'est le contraire. C'est-à-dire, en fait, il faut épanouir les enfants. C'est presque aux enfants d'apprendre aux enseignants. C'est un échange avec les enseignants. L'enseignant n'a pas à appliquer des principes d'autorité, il n'a pas à les forcer à faire des efforts, les devoirs, etc. Le plus gros symptôme de tout ça, c'est la fameuse méthode de lecture. Voilà, la méthode globale au lieu de la méthode syllabique. Méthode syllabique, c'est une méthode d'apprentissage par cœur où on fait des efforts, mais celle-là, on n'en veut pas. C'est pourtant celle-là qui nous a appris à lire à tous et qui nous faisait qu'arriver au CM1 ou au CM2, tout le monde savait lire en France. Là, on fait la méthode globale avec simplement une visualisation des choses. Et les gosses, ben, sortis de la feuille qu'on leur donne à faire sur ce moment-là, vous leur donnez à lire autre chose, ils n'y arrivent pas. Parce que de toute façon, c'est la méthode du moindre effort. C'est la méthode du moindre effort. Et la méthode du moindre effort, le principe du moindre effort, et le principe de ne pas obéir à une autorité d'un maître qui en sait plus que vous, eh ben moi j'appelle ça du socialisme. Pas que moi d'ailleurs, les socialistes l'appellent également comme ça. Mais eux trouvent que c'est bien. Voilà. Moi je trouve que c'est catastrophique. Voilà. Donc, examen non exhaustif de la situation française, la France est vraiment un pays socialiste, et ce depuis 35 ans. Le socialisme n'a pas arrêté d'étendre son emprise sur la société française. Alors on va se demander, mais comment font les socialistes pour s'en sortir, se faire élire et élire, un coup c'est Hollande, un coup c'est Macron, après c'est Jospin, etc. Bon, eh bien, les socialistes ont abandonné leur clientèle électorale habituelle, employés, ouvriers, etc. Ils s'appuient sur une autre catégorie de gens et sur d'autres principes. Ils s'appuient sur les minorités. Minorité sexuelle, exemple homosexuel, mariage pour tous, etc., etc., le Pax, minorité religieuse, et on ne cesse de nous en appeler à la tolérance vis-à-vis des minorités religieuses, mais ces minorités-là sont-elles elles-mêmes tolérantes vis-à-vis de nous? Cette question-là n'est jamais abordée, parce que moi je suis tolérant. Moi je suis pour que les gens pratiquent leur religion, je ne suis pas là pour dire toi tu vas être comme ci, toi tu vas être comme ça. Mais est-ce que vous n'avez pas l'impression que ce n'est pas l'inverse qui est en train de se produire? C'est-à-dire qu'on nous astreint, nous, à devoir supporter des religions qui ne sont pas les nôtres et qui veulent nous en imposer. Et ça, les socialistes, qui s'appuient sur cette clientèle électorale, n'en ont cure. Jamais ils n'essayent de remettre les choses dans le bon ordre. Non, on est obligé de subir, on est obligé de supporter,
Et c'est facile à comprendre pourquoi. Vous avez une dernière élection présidentielle. Élection présidentielle avec Macron qui arrive en tête devant Marine Le Pen et troisième François Fillon. Eh bien moi je vous le dis, si vous enlevez certaines minorités récentes on va dire, ben, je suis persuadé que le deuxième tour aurait eu un tout autre visage. Je suis persuadé moi que M. Macron n'aurait pas été au deuxième tour directement, qu'on aurait eu un deuxième tour entre Marine Le Pen et François Fillon, et ça aurait tout changé. Donc les socialistes sont bien obligés de soutenir ça. Ils voient bien ce qui se passe, ils comprennent très bien là où l'islam veut nous mener. Hein. Regardez aujourd'hui, par exemple, cet hallucinant plaidoyer pour le retour des djihadistes en France. On veut nous faire pleurer sur les femmes de djihadistes et les enfants de djihadistes quand il y a tellement d'enfants ici en France, français ou autres d'ailleurs, qui sont dans la misère, qui sont dans la difficulté, qui sont pratiquement à l'abandon. Il faudrait qu'on s'inquiète des enfants de djihadistes qui sont en Syrie ou au Kurdistan. Mais tous ces pays-là, il y a des juridictions. C'est là-bas qu'ils ont commis leurs crimes. Ils ont déchiré leur passeport français. Je pense que vraiment, les médias qui, en cœur, essayent de nous faire verser des larmes là-dessus, là aussi, sont commandités, toujours par le même pouvoir, toujours par le même socialisme, pour complaire à certaines minorités et nous obliger encore une fois à baisser la tête. Car il n'y a pas que ces minorités religieuses aussi, sur lesquelles s'appuient les socialistes, c'est également sur l'immigration de masse. Immigration de masse, pour vous donner des chiffres très précis, entre 1997 et 2002, nous avions M. Jospin, qui était Premier ministre. Et ça s'est terminé, vous le savez comment, avec M. Le Pen au deuxième tour, et M. Jospin qui s'est retrouvé dégagé, entre autres, sur les problématiques d'immigration. Immigration à l'époque, à peu près 160 000 entrées légales par an. Vous connaissez le chiffre actuel ? 260 000 légales par an, et on ne parle pas des illégaux, on ne parle pas de tout ça. Donc en fait, c'est une véritable submersion migratoire qui ne cesse de s'amplifier. Et là encore, écoutez les médias, non, non, il n'y en a pas plus qu'avant, non, non, c'est un fantasme, non, non, nous rêvons. Il suffit de prendre les transports. Voilà. Il suffit de prendre les transports et il suffit d'avoir un peu de mémoire. Et vous voyez bien qu'il y a une submersion migratoire qui frappe la France et qui nous plonge dans cette difficulté. Cette submersion migratoire a un coût que Jean-Paul Gourevitch, je ne sais pas si frère Thierry a eu la bonne idée d'inviter ici, Jean-Paul Gourevitch, qui est un grand spécialiste, a évalué le coût à 17 milliards d'euros par an. En étant très exhaustif et très pointu sur les chiffres. Il y en a qui donnent des chiffres comme Pierre Millot ou beaucoup plus élevés. Moi, je vais m'en tenir aux chiffres de Jean-Paul Gourevitch, 17 milliards d'euros par an, mais au-delà de ça, véritablement le problème d'une clientèle électorale, de masse, de bataillons d'électeurs socialistes qu'on nous envoie et qui nous font subir le système, à nous autres, d'une façon non consentie, on va dire. Alors, on vient de faire le tour de la problématique socialiste, mais je vous l'ai dit, le mal qui ronge la France, il est double. Socialiste et mondialiste.